gaspillage alimentaire à la maison. La nappe phréatique n'est pas si profonde. Elle se retrouve si vite dans nos puits. Pensons-y. Ceci est un message du groupe média Pyramide dans sa politique de protection de l'environnement. Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. 105.5 FM. Des 12 de Biro à Tubé sur 105.5. Bonjour et excellente journée dominicale à tous. Une première question en cette fin de semaine. La CEDEAO va-t-elle vraiment intervenir militairement au Niger? Depuis une semaine, les Africains en général et les Ouest-Africains en particulier retiennent leur souffle, sans aucun doute qu'il prie pour que le coup d'État nigérien entraîne leurs pays respectifs dans une guerre dont les issues sont incertaines, tant les implications des grandes puissances sont multiples et insoupçonnées, tant les non-dits de toutes les agitations doivent être colossaux. Créée au départ pour une intégration économique et la libre circulation des personnes et des biens, l'institution sous-régionale a intégré depuis quelques années le volet politique. Si elle a toujours peiné à assurer sa première mission, ses interventions au plan politique ont souvent suscité des critiques. Pour les populations, la CEDEAO a-t-elle cessé d'exister? Surtout au moment où ailleurs on se prépare à sonder à nouveau la Lune, à percer les mystères de Mars. En août, les Africains préparent la guerre. Ils sont encore très loin des prouesses à Kourou en Guyane, de Cap Canaveral de la NASA ou encore de la Station internationale, des symboles d'un monde qui évolue et qui prend de la hauteur. L'Afrique reste cloîtrée au sol, confrontée aux défis de la bonne gouvernance, de l'injustice sociale ou du respect des droits de l'homme. À quand une force armée pour aider à rétablir les limitations des mandats présidentiels, à assurer la transparence des élections ou encore à mettre fin à la corruption au sein de la société civile africaine et des partis politiques? Ce sont des questions qui reviennent. Elles font d'ailleurs les combats de certaines associations ou partis politiques. Exemple au Togo où certains de ces partis, personnalités et associations viennent de se mettre ensemble dans le cadre d'un grand mouvement citoyen. Ces citoyens sont bien connus des Togolais. Depuis le début du processus démocratique, ils ont toujours ou par moment animé la vie publique. Qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau? Quelles sont leurs chances de succès sur un échiquier déjà bondé d'associations ou de partis politiques? Les Togolais ont ouvert grandement les yeux pour voir le grand mouvement à l'œuvre. Ils font de même depuis quelques jours des dernières mesures pour plus de sécurité sur les routes du pays. L'opération Feu Tricolore est en marche, postée aux différents carrefours de la ville de Lomé. Les agents des forces de sécurité veillent au respect du feu rouge. Mais pourquoi de nombreux usagers des routes de Lomé continuent-ils à jouer aux daltoniens? Les prescriptions du ministre de la Sécurité vont-elles aider les conducteurs d'engins autorisés à mieux distinguer les couleurs? On parle également de couleurs puis d'uniformes pour la prochaine rentrée des classes au Togo. C'est là un autre ministre qui est à la manœuvre. Les nouvelles directives concernent les élèves des deux cesses des établissements scolaires publics comme privés. Les pantalons sautés viennent d'être sautés ce jeudi par un arrêté ministériel. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Les invités du jour sont du nouveau grand mouvement citoyen, Dr David Doucet de la société civile et Dr Tingo Diagri Richard, lui il est acteur politique. Les contacts du D12 sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Romary Freitas est à la mise en onde technique. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? C'est la première fois. Bonjour. Professeur, vous êtes en retard là. Je suis en retard. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Disons quelques aléas sur lesquels je ne voudrais pas insister ici, mais j'ai pu régler cela assez vite et arriver finalement. Merci. L'essentiel, c'est que vous soyez là. Et c'est la première fois que je vois Diagri Richard, que je ne connais pas vraiment. Docteur Tingo Diagri Richard. Vous voudrez bien vous présenter à nos auditeurs? Okay, je profiterai en même temps pour vous connaître. Vous connaissez. Ok, d'abord, merci pour l'invitation. Je tiens sincèrement à féliciter la Radio Pyramide pour ces émissions qui permettent à la population d'être au courant des informations, surtout de l'actualité politique, sociopolitique du pays et
dans la diaspora. Dr Tindio Diagricha, je suis un acteur politique, je suis le vice-président du parti Les Démocrates Socialistes Africains, DSA, le parti de l'honorable Targon. Mais en tant que citoyen, je suis le rapporteur général du mouvement JMC qui vient d'être créé sur le plan administratif. Je suis un fonctionnaire d'État. Voilà. Ah, un fonctionnaire. Ça ne coûte quand même pas les rues d'avoir les fonctionnaires qui s'affichent politiquement. Bien sûr, vous savez en matière politique, tout individu est censé faire de la politique parce que la politique, c'est l'art de gérer l'État. Et en tant que citoyen, il est très important que vous apportez aussi votre contribution en tant que citoyen pour la construction de la nation. La politique n'est pas dédiée à une catégorie de personnes. La politique concerne tout acteur, tout individu censé réfléchir sur le bien-être de la cité. Donc c'est tout à fait normal qu'en tant que citoyen, en tant que fonctionnaire, que je puisse aussi me prononcer sur les questions liées à notre État. D'ordinaire, on estime que l'administration a inféodé au parti au pouvoir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Visiblement, ce n'est pas votre cas, là. Bon, en fait, c'est la perception qu'on a. C'est la perception qu'on a. On pense que l'administration est inféodée à l'État ou au régime. Ce n'est pas ça. Peut-être la manière de gérer les administrations qui donne cette impression. Parce que quand vous êtes acteur politique et quand vous êtes un fonctionnaire et que vous voulez vous prononcer sur certaines questions liées à l'État, on estime que non, en tant que fonctionnaire, vous ne devriez pas, vous devez plutôt protéger les intérêts de l'administration. Alors que dans cette administration, il y a des injustices qui se passent. Vous ne pouvez pas vous taire et vous dire parce que vous êtes fonctionnaire de l'État, il faut se taire et barrer du revers de la main ces situations. Ce n'est pas normal. Si nous voulons véritablement construire un État où le citoyen est libre de s'exprimer et apporter sa contribution, il est de bon ton qu'on puisse s'exprimer. Professeur, je crois que vous êtes fonctionnaire aussi. Je suis fonctionnaire également. Je suis bi-appartenant, comme on dit chez nous. Je suis à la fois du ministère de l'Enseignement supérieur et à la fois du ministère de la Santé. Donc voilà, je suis fonctionnaire. Donc c'est ce qu'on raconte très souvent, que les fonctionnaires sont automatiquement ou d'office militants ou sympathisants du parti au pouvoir. C'est pas dans l'absolu vrai, là. Je suis convaincu que ce n'est pas vrai. Parce que, vous savez, il y a plusieurs façons peut-être d'exprimer son ressenti. Nous le faisons publiquement, puisque nous sommes engagés d'une certaine manière par nos actions d'acteurs de la société civile pour ce qui me concerne, ou acteurs politiques pour M. Tindio. Mais vous savez, il y a beaucoup de fonctionnaires qui, sans être véritablement engagés ou affichés, expriment également ce ressenti négatif que nous avons tous par rapport à la gouvernance des affaires publiques au Togo. Et si on pouvait faire un sondage, je reste convaincu que la majorité des fonctionnaires diraient toute leur volonté de voir les choses se faire autrement, toute leur volonté de voir ce que nous appelons globalement le changement intervenir. Ça, j'en suis convaincu. Donc, du coup, on peut estimer qu'il n'y a pas de contre-coup du fait que vous engagez politiquement contre le parti au pouvoir. Je laisse M. Tindio s'exprimer, je dirais ce que je pense aussi. Mais je crois que ce n'est pas toujours évident parce que être fonctionnaire et faire de la politique, vous serez victime de beaucoup d'injustices. Ça, c'est sûr. Et nous en sommes victimes. Ce n'est pas le lieu d'étaler ce que nous vivons dans nos structures, mais nous estimons que c'est pour une bonne cause que nous sommes engagés pour la vie de l'État. Nos aïeux se sont battus pour qu'aujourd'hui nous puissions nous libérer du colon. Il faudrait que nous également nous puissions le faire contre le néocolonialisme, l'impérialisme là, qui voudrait simplement permettre à ce qu'une petite minorité vive au-dessus des moyens de l'État et que la majorité puisse dans la misère. Donc nous en sommes victimes, mais on n'a pas de choix, c'est un engagement, il faut assumer. Je suis totalement d'accord, je crois que les contre-coups existent, ils sont réels. C'est un engagement qui ne se fait pas sans sacrifice, il faut le savoir. Mais l'enjeu est tel que finalement, je pense qu'on accepte de prendre le risque et aller de l'avant. En dépit des coups, en dépit des vicissitudes qui sont réelles, bon, il faut essayer de tenir le coup et d'avancer. Vous êtes là, c'est l'essentiel. Nous allons passer avec vous près d'1h30 pour comprendre, découvrir ce grand mouvement citoyen. C'est vrai que on vous connaît et on vous connaissait
pour ceux qui s'intéressent au DSA, ou ceux qui s'intéressent au Front citoyen Togo Debout, David Doucet, vous êtes sur cette scène depuis quelques années, vous êtes connu. Et visiblement, là, la dernière fois, c'est vous qui étiez au milieu. Vous étiez le président, vous étiez le coordonnateur. Vous étiez quoi dans ce grand mouvement-là? Alors, il faut dire que pour ce qui est de l'initiative de la création de ce mouvement, il y a à la base Maître Apévon, Dodi qu'on ne présente plus. Et c'est lui qui s'était exprimé publiquement d'abord en faveur de la création d'un mouvement où essentiellement la citoyenneté serait le qualificatif principal, le dénominateur commun des acteurs qui se retrouveraient autour de certains objectifs qui visent à la construction d'un État démocratique, la construction d'un véritable État de droit, et tout cela se fera en s'appuyant sur la responsabilité des citoyens togolais. Et donc, fort de cette idée, il a parcouru les différents états-majors, il a rencontré beaucoup de personnes, dont nous, et je pense qu'il est arrivé quand même à convaincre de l'utilité et de la justesse de cette vision qu'il a par rapport à ce mouvement qui prendra ensuite le nom de GMC. Et donc, nous avons lancé des actes de réflexion ou des journées de réflexion. Ces journées ont permis de recueillir les avis des uns et des autres. Et c'est le professeur Gouéakoué, qui est un universitaire, qui était le principal acteur. C'est lui qui a facilité vraiment l'évolution des réflexions lors de ces journées. Cela ne s'est pas fait facilement. Il y a eu des escouades dans mon uniforme qui sont venus à plusieurs reprises nous empêcher de tenir ces rencontres, mais nous sommes restés sereins, nous sommes restés calmes. Maître Apévon, à chaque fois, a eu à adresser des lettres à l'administration territoriale afin de bien expliquer ce que nous étions en train de faire. Et je crois que peu à peu, nous sommes arrivés au bout du processus initial qui a permis de mettre sur pied ce grand mouvement citoyen ainsi que l'équipe de coordination. J'ai eu la chance, ou l'honneur peut-être, d'être proposé et accepté comme celui qui va un peu coordonner cette équipe. Nous sommes une équipe de 9 personnes. Dr Tindio l'a rappelé tantôt, lui il est le rapporteur. J'ai failli dire spécial. Il est le rapporteur donc au sein de cette équipe de coordination. Et puis voilà, il y a bien sûr d'autres organes. Nous avons déjà des activités qui sont prévues. Nous en parlerons tout au long de cette émission. C'est pour ça que vous êtes avec nous. Voilà. Mais là, on peut se demander si vous ne vous fatiguez pas là, docteur David Doucet, parce que on sait que vous êtes au Front citoyen debout, on sait aussi que vous êtes dans une association tournant la page, vous êtes à l'université de Lomé, vous êtes au CHU Sylvanus Olympio, vous avez votre famille, et vous trouvez toute cette énergie-là, vous la trouvez où? Je crois que c'est l'état de la nation qui donne cette énergie. Quand vous voyez la nation togolaise, et surtout quand on suit un peu la géopolitique régionale, l'actualité régionale, en tant que militant pro-démocratie, militant africain, militant pro-démocratie, je pense qu'on est en droit de s'inquiéter pour le Togo, pour la région ouest africaine et pour l'Afrique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de motifs d'inquiétude quand on suit l'actualité dans notre pays et en dehors de notre pays. Et je pense qu'en tant que citoyen, on ne peut pas rester les bras croisés. Même si, je le reconnais, il y a des moments de grosse lassitude, on se dit qu'on ne peut pas se dire qu'on est fatigué, qu'on va jeter les gants. Il faut absolument retrouver un minimum d'énergie pour pouvoir poursuivre les réflexions, poursuivre les actions au Togo et en dehors du Togo, pour que demain soit meilleur. Nous, je pense moi je pense que j'ai une grosse partie de ma carrière déjà derrière moi, mais si je me bats aujourd'hui, c'est que j'espère que les choses vont changer. Vous êtes déjà trop vieux là? Je me considère comme ayant déjà... J'ai plus de 50 ans, donc j'ai déjà abordé largement la seconde moitié de ma vie humaine et aussi de ma vie professionnelle. Donc, bon, au plan professionnel, je rappelais tantôt que j'étais du ministère de l'Enseignement supérieur. Je n'irai pas plus haut que là où je suis aujourd'hui.
Que savez-vous? Vous pouvez devenir ministre. Peut-être président de l'université de Lomé. Voilà, bon, je préfère ne pas m'engager sur ce terrain. Donc, Ah, vous n'êtes pas ambitieux là. Non, mais sincèrement. non, disons que je parlais des grades au niveau de l'université. Je pense que, en parlant de ça, je pense avoir fait, pour ce qui me concerne, le chemin attendu. Et donc, il faut quand même se battre peut-être pour que ceux qui sont derrière nous aient un avenir beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus rose. Parce qu'il y a, en termes de gouvernance, tellement de choses à dire sur notre pays. Je me permets juste de donner un exemple maintenant. Je suis également du ministère de la Santé. J'ai été vraiment déçu, offusqué par le dernier rapport d'Amnesty International qui revenait un peu sur l'état de la santé dans notre pays où, en 2023, vous imaginez des femmes en travail qui se retrouvent au sol, par terre. Au CHU Sylvanus Olympio, ce n'est pas la faute du personnel de santé, c'est la faute du pouvoir central, la faute de la gouvernance nationale qui n'est pas bonne, qui, en dépit de tout ce qu'elle semble vouloir montrer, a de nombreuses défaillances, et j'espère qu'au cours de cette émission, nous pourrons revenir là-dessus. Et c'est tout ça qui donc nous donne l'énergie suffisante pour, à chaque fois, nous remettre debout, participer aux actions qui nous paraissent salutaires pour l'avenir de notre nation. La question que tous les Togolais se posent, c'est pourquoi encore un grand mouvement? Cette question, c'est celle-là qui revient. Oui, vous savez, la lutte au Togo ne date pas d'aujourd'hui. Beaucoup d'acteurs se sont investis, que ce soit les acteurs politiques, ceux de la société civile, beaucoup se sont investis. Mais le problème majeur que nous regrettons, c'est cette querelle de chapelle. Quand nous allons vers du côté des politiques, chacun voudrait tirer le trait vers son côté. Alors que vous avez en face de vous un dinosaure. Vous ne pouvez pas seul combattre ce dinosaure si vous ne vous mettez pas ensemble. Or, quand vous prenez toujours les acteurs politiques, l'objectif premier, c'est de pouvoir conquérir le pouvoir et l'exercer. La question de la citoyenneté n'est pas tellement débattue, n'est pas tellement ancrée dans les actions des acteurs politiques. Et la plupart des échecs que nous avons connus avec les politiques poussent à réfléchir autrement cette lutte. D'où la naissance d'un grand mouvement qui prend en compte aussi bien les acteurs de la société civile, les acteurs politiques et tous ceux qui se disent épris de justice, ceux qui veulent se battre pour que le pays puisse émerger, puisque ces personnes-là se mettent ensemble. Donc un grand mouvement qui rassemble tous ces acteurs, je crois que ça serait un mouvement de poids qui pourra contrebalancer un peu ce qui se fait au niveau du régime en place. Évidemment, si nous voyons la majorité des mouvements que nous avons connus au Togo, ces mouvements ont plus un caractère politique. Alors qu'ici, nous voulons mettre en exergue la question de la citoyenneté. Tout ce que le citoyen peut avoir pour lui permettre de vivre de façon épanouie dans le pays nous intéresse. Ouais. Donc, je crois qu'en étant dans ce grand mouvement, que les autres mouvements, que ce soit les mouvements politiques ou les autres mouvements qui évoluent dans d'autres secteurs, puissent s'ajouter, parce que nous avons beaucoup de thématiques sur lesquelles nous devons travailler. Vous avez dit grand mouvement. On peut se poser la question aussi de savoir en quoi il est grand votre mouvement. Puisque quand je regarde un peu partout, c'est juste quelques personnalités, quelques associations, quelques partis politiques. En quoi vous êtes grand? Non, ici, c'est une vision. Ouais, c'est une vision que nous sommes en train de développer. La plupart, c'est des petits mouvements, comme je l'ai dit, des mouvements qui se créent juste pour pouvoir, à la porte des élections, brûler ces élections. Mais un mouvement qui se doit périn, qui ne doit pas être conjoncturel, mais structuré, qui doit s'étendre sur une longue période pour répondre aux aspirations des citoyens. Grand parce que tous les acteurs de l'État sont concernés. Donc on ne peut plus se retrouver dans un micro-regroupement pour se dire qu'on peut faire face à ce régime. Comme je l'ai dit au départ, il faudrait qu'on se mette ensemble parce qu'on est en face de nous un dinosaure. Donc tous ces mouvements-là qui existent dans le pays et qui se disent qu'ils veulent se battre pour le changement, il faudrait que ce mouvement-là se retrouve dans ce grand creuset qui nous rassemble tous. Je retourne à la même question à professeur David Dossé. Vous avez dit grand mouvement. Les Togolais veulent savoir en quoi il est grand. Qui sont là-bas pour que finalement on dise que c'est
c'est grand. Et c'est grand par rapport à quoi? Et je rejoins ce que le docteur Tindio a dit. Le mouvement est tout d'abord grand par sa vision. C'est vraiment d'abord une vision inclusive, une vision d'ouverture. Le mouvement a été lancé officiellement il y a quelques jours, mais il va certainement s'étendre. Il va certainement s'étendre au niveau des organisations de la société civile, il va certainement s'étendre au niveau des partis politiques, il va certainement s'étendre au niveau même des personnalités qui n'appartiennent à aucun regroupement et qui souhaitent y prendre part. Je disais aussi que ce mouvement est grand parce qu'il a une vision inclusive. Vous savez, ce mouvement, je suis convaincu qu'il va travailler également avec d'autres entités qui n'en sont pas forcément membres, mais qui présentent cette vision que nous voulons pour le Togo. Un Togo où il n'y aura plus cette injustice sociale que nous connaissons. Je viens d'en donner un exemple avec les femmes qui accouchent par terre au CHU Sylvanus Olympio. Un Togo où on aura une justice qui ne sera plus une justice instrumentalisée, mais ce sera un secteur judiciaire totalement autonome et indépendant. Voilà donc cette idée de grandeur que nous avons pour le Togo, et c'est pour cela que nous parlons de grand mouvement citoyen. C'est vraiment une question de vision, et Dr Tindio l'a rappelé aussi, il s'agit ici de faire appel aux citoyens. Il ne s'agit plus simplement de voir des partis politiques regroupés entre eux, de voir des formations de la société civile entre elles, mais c'est vraiment le citoyen togolais. Et je pense que si on fait appel au citoyen togolais dans sa globalité, on peut certainement dire alors que c'est un grand mouvement où les citoyens vont se retrouver. Nous avons dit dans l'objectif général que nous allons intervenir en faisant appel à la responsabilité citoyenne pour la refondation de l'État. Je pense que c'est une terminologie qui est particulièrement importante, il faudra la comprendre pour savoir que pour nous, il s'agit à travers ce mouvement d'aller vers le citoyen. Pas seulement à Lomé, pas seulement à Sogodé, mais à Dapaon, à Kara, partout où les citoyens togolais se trouvent, il faut qu'on aille vers eux pour leur porter l'information. Vous savez, nous avons compris une chose. Aujourd'hui, on a un régime qui se dit il faut empêcher l'information de circuler. Il faut empêcher les organisations de la société civile, les partis politiques de se déployer, d'aller vers les citoyens pour expliquer des choses. Je ne reviens pas sur toutes les restrictions que nous avons subies au niveau du Front citoyen Togo Debout, au niveau des universités sociales du Togo. Vous voulez organiser un simple meeting, le préfet, paix à son âme, vous envoie une lettre avec beaucoup d'illégalité pour vous empêcher de vous réunir. Vous voulez construire des infrastructures pour les populations démunies et vulnérables, même des enfants des écoles primaires qui n'ont pas de latrine, qui lorsqu'ils ont une envie pressante doivent courir chez eux à la maison, avec tous les risques qu'il y a à traverser les routes. Vous allez vers ces communautés, vous souhaitez leur construire des latrines conformément à leurs besoins exprimés, et c'est le préfet qui s'oppose à ce genre d'initiative. Bien sûr, vous comprenez que derrière le préfet, il y a toute une machine, tout un système puissant qui ne veut pas vous voir vous déployer en direction des communautés, qui ne veut pas vous voir faire des choses en faveur des communautés. Voilà donc cette situation, et pour nous donc, quand nous mettons en place ce grand mouvement où tous les citoyens, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur appartenance, leur origine, peuvent se retrouver pour discuter de l'état de la nation, ce mouvement ne peut qu'être grand. Là, vous avez des personnalités, c'est ce que vous avez dit, vous avez des partis politiques, vous avez des associations. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces associations qui sont là au sein de ce grand mouvement citoyen? Quels sont les partis politiques qui sont avec vous et quelles sont les personnalités, les quelques personnalités que vous avez réussi à mettre ensemble avec vous? Bon, très bien. Si vous voulez, je vais citer peut-être les noms des 3 personnes qui sont également membres de l'équipe de coordination. Il y a Maître Zeus Ajavon, qu'on ne présente plus, qui est avocat à la Cour. Il y a le professeur Gouéakoué, qui est un universitaire. Le professeur Kwakouvi, qui est également un universitaire. Nous avons le docteur Nete Doji Koumou, qui est le président de Veille économique et de la coalition Lidao. Monsieur Agouzou Ricardo, qui est journaliste. Bon,
M. Tindiol lui-même, qui est le rapporteur de l'équipe de coordination. Il y a d'autres noms que je peux citer, mais bon. Non, mais en fait, oui, on peut s'arrêter là. Mais c'est cette liste de personnalités, c'est des gens, pour certains qu'on connaît. Juste avant, on le connaît, et le professeur Gouakoué. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent encore apporter? Est-ce qu'ils ne sont pas finis, ceux-là? Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont finis. C'est des gens qui ont une expérience énorme, puisqu'ils ont participé à la lutte dès les premières heures. Et donc, ils ont certainement des éléments de réflexion à porter, qui vont permettre de nourrir la réflexion commune et permettre de dégager certainement des actions. Je pense que tous ceux qui ont participé à la lutte au Togo et qui ont encore cette volonté vraiment chevillée au corps de poursuivre les actions ne sont pas finis. Ils ont certainement quelque chose à apporter. Pour les partis politiques, on a votre parti, le DSA. Bon, où vous êtes là en tant que personnalité. En tant que personnalité politique, il y a aussi des acteurs politiques dans ce mouvement, notamment Maître Apevon, FDR que vous connaissez, Santé du Peuple, Jean-Antoine Puissant, voilà, Antoine Fouli, du IDS Togo. Nous avons aussi le professeur Oulou, du PSR, qui est avec nous. Le Parti Socialiste Démocrate, Laurent Lausson, qui est aussi avec nous, et bien d'autres acteurs. On va pas... vous avez environ 5 partis politiques avec vous. Non, on ne dirait pas 5, parce que nous avons fait des consultations presque de façon large pour demander à ce que tout le monde adhère. Il y a ceux qui se sont prononcés, ceux qui viendront rejoindre le groupe, et d'autres aussi qui sont en train de demander l'adhésion à ce grand mouvement. On ne peut pas tout de suite dire, voilà, c'est 5 partis, puisque le mouvement est ouvert à tout acteur politique ou de la société civile. Donc on ne peut pas, je reviens un peu sur l'intervention du professeur Doucet, on ne peut pas dire professeur Gouakoué, les autres sont finis, parce que quoi qu'on dise, il reste des personnalités de référence dans ce pays. Ils ont quand même contribué d'une manière ou d'une autre à la lutte pour le changement. On a toujours besoin d'eux, on a besoin de leur expérience pour pouvoir innover. Mais si on se lève aujourd'hui, qu'on te dise, bon, ok, on n'a pas besoin des anciens pour avancer, ce serait très difficile. Parce que nous avons en fait en face de nous, comme je l'ai dit, un dinosaure qui a la machine de l'État, qui a l'armée sous sa main, la justice, l'administration, les chefferies traditionnelles, presque tout dans leurs mains. Vous voyez, vous ne pouvez pas affronter ce dinosaure sans faire appel à des gens qui ont déjà lutté, qui sont confrontés à la réalité du terrain. Il faut toujours faire appel à eux. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans le groupe que le mouvement va être un mouvement qui est au pied d'argile. Non, on ne peut pas avoir cette pensée-là. Nous, on a une pensée positive. On se dit qu'on peut. On ne peut pas abandonner. C'est vrai que ce régime-là ne facilite pas la tâche aux gens. Est-ce que nous allons baisser les bras pour se dire, bon, c'est fini, on ne peut rien? Est-ce que cela va résoudre le problème d'injustice? Est-ce que cela va résoudre le problème d'insécurité, le problème de pauvreté? Voilà, la dernière fois, avec ce rapport de Covid, vous avez vu tout le bruit autour de la chose. Les gens sont conscients que la gestion du pays, ça ne va pas, mais on empêche les gens de s'exprimer. On ne leur permet pas de dire qu'il faut corriger. On ne leur permet pas de dire, écoutez, le bien public, c'est un bien public, ce n'est pas un bien personnel. On met tout un artifice de sécurité, de mesures pour empêcher aux gens de s'exprimer. Quand vous prenez un peu le côté au sud du Togo, il y a un peu les médias qui ont accès aux informations, qui diffusent, mais allez un peu au nord, pour voir. Vous n'avez pas la possibilité de pouvoir même regrouper vos militants pour pouvoir échanger ou quelques acteurs de la société civile pour échanger. Vous êtes surveillés comme du lait sur du feu. Et à chaque fois, on vous demande une autorisation pour ne serait-ce que des activités récréatives ou des activités pour permettre à ce que la jeunesse soit épanouie. On vous demandera toujours des autorisations comme si nous étions dans un régime d'autorisation. Vous voyez un peu? Donc, en face de ce régime, si nous ne nous mettons pas tous, si nous disons que c'est fini, nous ne faisons absolument rien parce que les partis politiques ont échoué, la situation ne va jamais s'arranger. En tant que citoyen, on doit tous s'engager pour la vie de la cité. Et je crois que c'est cette vision-là que le grand mouvement GMC est en train de promouvoir, pour que chacun se mette, que vous soyez acteur, que vous soyez journaliste, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez, quel que soit le corps de métier, vous devez vous engager pour la vie de ce pays. Nous n'allons plus laisser ce pays-là dans les mains de quelques individus qui vont décider de notre sort. Vous refusez de vous exprimer, cela va vous rattraper demain. Parce que les grandes décisions qui se prennent, ce sont des décisions qui vont se prendre sans vous.
Mais si vous participez à la vie de la cité, vous aurez votre mot à dire. Regardez un peu, depuis qu'on a mis en place les mairies et consorts, quel changement nous avons pu observer? Les rues qui ne sont pas tracées, on ne recharge pas les rues, les flaques d'eau par ici. En temps d'inondation, on voit comment la population souffre. Ça, c'est vers le sud. Allez au nord, c'est pire. La situation est alarmante. Et nous pensons que si nous nous mettons ensemble et que nous dénonçons ce qui ne va pas, je crois que celui qui est censé diriger ce pays doit se réveiller et doit comprendre que ça ne va pas. Il n'y a pas tant longtemps, au Togo, on a connu des regroupements similaires. Et on peut se rappeler le collectif Second Togo. On peut se rappeler récemment aussi la C14, parce que là-bas aussi, il y avait eu des acteurs politiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Mais aujourd'hui, est-ce que la différence, c'est que ceux qui se retrouvent au sein de ce mouvement se retrouvent beaucoup plus en tant que citoyens qu'acteurs politiques? Est-ce que c'est ça? Oui, nous l'avons dit. Notre dénominateur commun, c'est la citoyenneté. On ne veut pas simplement mettre trop en exergue la question politique, parce qu'on sait que la question politique divise. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas débattre sur les questions politiques qui sont liées aux réformes institutionnelles, constitutionnelles. On va se prononcer là-dessus et dire ce que nous estimons bien pour notre nation. On doit le faire. Mais vous voyez, quand vous prenez un peu le Togolais lambda, la plupart sont découragés par rapport à ce qui se passe dans le domaine politique. Certains vont se dire, moi, je suis politique, ça ne m'intéresse pas, ils n'ont qu'à faire. Pourtant, ce qui se passe dans le pays, là, vous concerne. La pauvreté, là, vous concerne. L'injustice, là, vous concerne. La malgouvernance, là, vous concerne. Donc, nous disons qu'avec ce mouvement, la base, c'est la citoyenneté. Et tout acteur qui pense que le Togo doit être l'or de l'humanité, comme on l'a toujours chanté, est obligé de se prononcer, est obligé de travailler. Les autres mouvements, c'est vrai, on peut dire les éléments clés étaient plus liés aux questions de réforme politique et politique, ce qui a fait que c'était des mouvements conjoncturels. Vous voyez que ça a disparu après les élections, c'est parti. Mais nous estimons que nous ne devons plus être un mouvement conjoncturel, mais un mouvement structuré qui doit s'étendre sur une longue durée. Parce que ce sont des défis que nous cherchons à relever. Nous allons amener les citoyens à plus s'intéresser à ses devoirs et à ses droits, parce que le citoyen ne va pas simplement s'intéresser à ses droits, il y a aussi ses devoirs. Ça aussi, ça contribue à la construction de la cité. Donc, tout ce qui relève de l'État togolais, tous les défis qui sont là, le mouvement GMC va se prononcer là-dessus. Aujourd'hui, vous avez quelques personnalités, vous avez quelques associations, quelques partis politiques. Et quels sont les prochains partis ou associations ou personnalités que vous attendez? Et quel est le profil de ces personnalités ou partis politiques ou associations qui peuvent éventuellement frapper à la porte de ce grand mouvement citoyen? Alors, vous savez, nous ne sommes pas obligés forcément de dire que l'objectif premier est de voir les gens, les partis ou les personnalités venir s'inscrire en masse. Tout d'abord, il faudrait, comme Richard vient de le rappeler, en termes de structuration, être vraiment pédagogue et permettre à la nation togolaise de comprendre l'objectif de ce grand mouvement citoyen. Il s'agit d'aider à construire la nouvelle citoyenneté, le nouveau citoyen qui n'est pas simplement passif, observateur de ce qui est en train de se faire autour de lui, mais ce citoyen qui est vraiment actif et qui veut aider à obtenir le changement. Et à partir de là, j'estime que, vous savez, dans ce pays, il y a d'autres personnes, d'autres mouvements, d'autres regroupements qui ont également peut-être une vision similaire à celle-là. Et donc, si il est possible de travailler avec d'autres regroupements, d'autres partis, d'autres personnalités qui ont cette même vision, et même si ces personnalités ou ces partis disent, vous savez, nous ne serons pas du GMC, nous ne sommes pas du GMC, mais votre vision nous sied, et si vous voulez, nous pouvons travailler ensemble. Je vous assure que nous allons travailler avec cela. C'est donc pour dire que nous restons totalement ouverts. Nous sommes dans une démarche totalement inclusive. Si par rapport à l'objectif général, par rapport à la vision, vous avez d'autres entités qui veulent venir intégrer le GMC, cela se fera avec beaucoup de joie. Mais s'il y a des entités, pour certaines raisons, qui préfèrent rester encore dans leur autonomie, mais qui acceptent de cheminer côte à côte avec le GMC, nous sommes également
dans cette démarche. Donc, l'objectif n'est pas de tenir la comptabilité des personnalités ou des partis politiques qui viennent s'inscrire, mais l'objectif est de commencer quelque chose, d'impacter positivement la vie de la nation, de cheminer côte à côte avec toutes les bonnes volontés. Vous avez parlé de profil. Pour nous, vraiment, le profil, ce sont ces forces vives qui peuvent être politiques ou de la société civile, ou même totalement sans aucune structure particulière, mais toutes ces forces vives qui ont en ligne de mire une vraie nation démocratique où l'état de droit devient vraiment le système qui permet de gouverner ce pays, où la justice est vraiment indépendante, où la justice sociale mérite qu'on se batte pour elle, et où le citoyen devient vraiment responsable et prend en main le devenir de la nation. Si vous parlez de citoyenneté, en réalité, cela embrasse tous les Togolais. Si vous parlez de citoyenneté, est-ce que cela peut s'entendre, ou qu'on peut s'attendre demain à ce que vous demandiez à des cadres ou à des militants, ou à juste des simples sympathisants du pouvoir, qui sont eux aussi des citoyens, d'adhérer à votre mouvement, par exemple? Vous l'avez rappelé, en termes de profil, qu'est-ce que nous recherchons? Je pense que nous avons aujourd'hui une charte qui définit clairement les objectifs, l'objectif général du GMC, les objectifs spécifiques. Et si vous avez des personnalités, même membres du parti au pouvoir, qui estiment que le Togo est à un tournant de son histoire, qui estiment que l'Afrique de l'Ouest est en train de vivre des moments extrêmement difficiles, et qu'aujourd'hui, cette politique que nous avons toujours connue, du militantisme, du népotisme, la corruption érigée en système de gouvernance, la violence, l'instrumentalisation de la justice, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, les secteurs sociaux qui sont totalement à la dérive, tout ça ne peut pas continuer parce que, avant tout, le Togo est notre seul trésor, et que l'on soit du parti au pouvoir, que l'on soit de l'opposition, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions, les vraies questions. Donc si vous avez des gens qui, après avoir vu la vision du GMC, après avoir vu les objectifs du GMC, estiment qu'il faut peut-être participer à la construction de ce nouveau Togo, même s'ils sont du parti UNIR, moi je pense, de mon point de vue, je ne suis pas le seul bien sûr dans le GMC à prendre les décisions, mais de mon point de vue, je pense qu'il faut rester ouvert et accepter les bonnes volontés d'où qu'elles viennent. La même question? Oui, je crois que le citoyen veut quoi? Il veut une vie épanouie. Tout individu qui pourra contribuer à la refondation du Togo, tout individu, je crois, est le bienvenu. Puisque le Togo que nous avons aujourd'hui ne reflète pas véritablement l'aspiration du citoyen lambda. Nous voyons la manière dont le pays est dirigé. Même ceux qui sont dans le régime, parfois il y a des gens là-bas qui sont plus aigris, mais qui ne peuvent pas se prononcer. Mais si aujourd'hui ils estiment que ce que le régime au pouvoir est en train de faire, ce n'est pas bon, qu'ils doivent dénoncer, qu'ils doivent travailler à ce que nous ayons l'alternative, nous avons ce changement, je crois que ces personnes-là sont les bienvenues. Je prends d'abord le corps des journalistes. Voyez un peu la question de la liberté d'expression. Comment les journalistes n'ont plus cette facilité de pouvoir s'exprimer comme ils veulent. Tout est restreint. Dans ces conditions, est-ce que nous pouvons être épanouis? Non. Tout le monde est censé travailler à ce que le Togo soit un pays émergent. Ce qui se passe dans la sous-région, nous sommes en train d'observer, c'est le fruit de la malgouvernance. Le fruit du fait que certaines personnes veulent prendre le pays comme leur propriété privée et que les autres n'ont pas droit à la parole. Comment on peut vivre dans une nation comme ça? Une terre qui nous appartient à nous tous. Certains veulent en faire leur propriété. Ils décident du sort des autres. Ce n'est pas normal. Nous estimons que si quelqu'un du parti au pouvoir qui estime que le régime, ce que le régime est en train de faire, ce n'est pas bon pour le pays, qu'il faut changer, il faut venir travailler pour l'instauration de la citoyenneté, pour la bonne gouvernance, que cette personne-là s'approche du mouvement. Nous ne sommes pas là ici pour détruire l'image de quelqu'un. Nous voulons reconstruire le pays, parce que le pays va mal. C'est pour ça que nous estimons que tout acteur, que vous soyez de la société civile, ou que vous soyez acteur politique, ou vous n'avez pas, comme le professeur Dossé l'a dit, vous n'avez pas de structure, si vous estimez que vos idées, vous avez vos objectifs cadrent avec ce que nous avons, vous manifestez, nous allons vous accepter. Quand vous parlez de la sous-région, je sais à quoi vous faites allusion, à ce coup d'État qui a eu lieu au Niger.
Nous en parlerons sans doute largement au cours de l'émission dans les prochaines minutes, puisque les auditeurs, dans 4 minutes, auront la possibilité d'intervenir dans le débat pour vous soumettre leurs préoccupations. Je rappelle les numéros de la radio, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Très rapidement, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours là, et pour que là, vous êtes là pour que les Togolais puissent vous connaître. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez déjà prévu un certain nombre d'activités? Bien sûr, nous avons quelques axes de réflexion qui sont déjà élaborés, mais nous n'avons pas encore un véritable plan d'action qui sera vraiment un plan directeur de nos activités. Et donc, la semaine qui vient sera consacrée à des rencontres pour l'élaboration et la finalisation du plan directeur de nos actions. Et à partir de là, je pense que nous pourrons nous ouvrir vers la communauté, la nation togolaise, et dire quelles seront les vraies activités sur le terrain. Mais une chose est certaine, nous comptons sillonner l'ensemble du pays. Il ne s'agit pas de rester cantonné à Lomé, et en dépit des entraves auxquelles nous attendons déjà, nous allons trouver les possibilités et les moyens pour parler aux Togolais partout où ils seront, leur apporter l'information. On l'a dit déjà sur ce plateau, le pouvoir tel qu'il est n'aime pas que l'information arrive aux oreilles des citoyens. Il est important que les citoyens soient informés, sensibilisés, afin de pouvoir faire sa propre analyse et poser donc les actes qu'il faut pour le changement. Nous allons voir comment est-ce que nous pouvons développer des canaux d'information, des canaux de communication à l'endroit des citoyens. Nous irons vers les citoyens partout pour expliquer. Et je crois que c'est une nouvelle façon de changer la donne. C'est vraiment une réorganisation au plan structurel et qui permet ainsi d'entrer dans l'esprit des citoyens et d'atteindre aussi le cœur des citoyens. Quand vous dites que vous allez partout apporter l'information aux citoyens, les citoyens peuvent se demander comment vous allez faire, puisqu'on sait très bien que dans un passé très très récent, vous avez voulu au niveau du Front citoyen Togo Debout organiser un certain nombre de manifestations qui n'ont pas pu se tenir. Tout à fait. Et c'est l'avantage justement d'être aujourd'hui dans ce grand mouvement citoyen qui offre beaucoup plus de possibilités que celles offerte au Front citoyen Togo Debout, par exemple, puisque vous avez cité le nom de cette organisation. Et aujourd'hui, au sein du grand mouvement citoyen, nous avons certainement beaucoup plus de possibilités. Et si un des canaux de diffusion de l'information se trouve bloqué, il y aura certainement, je ne vais pas le dire ici, mais il y aura certainement d'autres façons d'atteindre le citoyen pour apporter les éléments de l'information. Je pense que c'est important aujourd'hui de partager l'information avec le citoyen. Écrire simplement dans les journaux ne suffira plus. Aujourd'hui, nous sommes à Pyramide FM. Je ne connais pas la couverture de votre chaîne, mais je pense qu'elle ne touche pas l'ensemble du territoire national. Et donc, les informations que nous discutons aujourd'hui, en ce moment, ici sur ce plateau, n'atteindront peut-être pas l'ensemble des citoyens togolais. Et donc, il est important que nous puissions trouver une façon simple et efficace d'atteindre les citoyens pour leur parler, par exemple, de la corruption au Togo, ou si nous prenons en tout cas la présidence actuelle qui court depuis près de 2 décennies, cette présidence n'a pas permis d'améliorer la situation au niveau de la corruption. Et j'en veux pour preuve l'indice de perception de la corruption, tel que cet indice a été édicté par Transparency International en 2022, et qui nous attribue un score de 30 sur 100, ce qui est vraiment une calamité. Et quand on tient compte, par exemple, de ce qui se passe au Bénin, où en moins de 2 mandats, on a vu ce score passer de 30 à 43 au Bénin. Quand vous prenez un pays comme le Rwanda, qui a connu la guerre, le génocide, le Rwanda aussi autour de 50 sur 100, des pays tout petits, on peut dire que le Togo est un petit pays. Prenons alors le Botswana qui est tout petit, le Cap-Vert qui est tout petit, où on a un score de 60 sur 100. Donc ça prouve que si on veut, on peut. Et donc ce sont des informations qu'il faut partager avec les citoyens, leur dire, vous savez, on nous dit que nous sommes un pays pauvre, mais pourtant il y a des richesses. Malheureusement, une grosse partie de cette richesse, une grosse partie de ces ressources sert à des intérêts individuels ou à des intérêts vraiment minoritaires au lieu de servir à
construire par exemple des hôpitaux. Merci. Les auditeurs peuvent, s'ils ont la volonté, commencer par appeler pour participer à l'émission. Mais en attendant d'insérer les tout premiers auditeurs, et cette question sur l'actualité chaude de la sous-région, on sait que l'ultimatum adressé par les chefs d'État ou la communauté CEDEAO aux putschistes ou aux militaires qui ont pris le pouvoir à Niamey, cet ultimatum prend fin aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il va y avoir une guerre au Niger? Il n'y aura absolument rien. Il n'y aura absolument rien. Ok, nous en parlerons tout à l'heure. La situation du Niger, puisque cette situation elle est débattue un peu partout, dans les marchés, dans les champs, sur les réseaux sociaux, par les Ouest-Africains et au-delà des Ouest-Africains, la communauté humaine. On verra ce que pensent les auditeurs tout à l'heure. Le premier, il est en ligne. Allô, bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Pelé. Bonjour, M. Pelé. Bonjour. Merci. Merci. Bon, je pense que la première préoccupation, d'abord, au Niger, il n'y aura rien. La CEDEAO n'ira pas. C'est l'Afrique qui a gagné. C'est l'Afrique qui est en train de faire le coup d'État maintenant à la France. Dans les années 1960, c'est la France qui a fait le coup d'État à l'Afrique. C'est clair et net, c'est le match retour. Bon, à ce qui concerne professeur, d'abord, du courage, vous ne ménagez pas aucun effort pour chercher les voies et moyens pour aller, mais pour que le Togo trouve le bonheur. Comme vous le dites toujours, félicitations. Bon, je pense que de Togo à Togo debout jusqu'à aujourd'hui, il y a combien d'associations que vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif? Qui vous bloque? Ce sont vos collaborateurs ou bien vous avez quelque chose entre vous-même? Bon, deuxième préoccupation, je voudrais aller chez M. Richard. M. Richard, comment va DSA et BNP? Bon, est-ce que la porte de ce grand mouvement est ouverte? Parce qu'on a l'habitude de dire, vous avez l'habitude de dire que la porte est ouverte, mais arrivé là-bas, tout est hermétiquement fermé. Comment elle est ouverte? De quel côté? Merci. Bien, merci. Alors, merci, M. Pelé. Merci pour vos encouragements, vos soutiens. Alors, je ne sais pas à quelle association vous faites particulièrement allusion, mais si je commence par la toute première, les universités sociales du Togo. Les universités sociales du Togo continuent d'œuvrer pour la construction de la nouvelle citoyenneté et d'offrir ces services, donc, ou bien d'offrir leurs services, les universités sociales, à la communauté. Peut-être que nous n'insistons pas assez sur les réalisations que nous faisons à Lomé, à l'intérieur du pays. Nous n'insistons pas sur l'organisation des jeunes que nous réunissons régulièrement lors des cafés citoyens pour une éducation à la citoyenneté, une éducation à la solidarité nationale. Mais il y a beaucoup d'actions qui sont faites par les universités sociales du Togo. Je ne cite pas tous les partenaires qui nous accompagnent dans nos différentes actions. Bon, je ne vais peut-être pas revenir sur des actions qui sont quand même éminemment importantes et qui aident même les jeunes à développer des actions, des activités génératrices de revenus. Pour ce qui concerne le Front citoyen Togo Debout, qui est sur un autre registre, il est vrai qu'aujourd'hui, au plan national, il nous est extrêmement difficile de nous déployer. Nous en sommes conscients. Nous savons les raisons. Nous savons que, quelque part, on connaît la force, justement, de persuasion et la force d'impact du Front citoyen Togo Debout, et tout est fait pour nous empêcher d'évoluer. Non, mais en fait, il y a quand même une contradiction là. Si au niveau du Front citoyen Togo Debout, vous connaissez la force de frappe ou d'impact de votre mouvement, mais vous êtes obligé de vous mettre avec d'autres structures aujourd'hui. Vous pouviez seul continuer par impacter. Alors, au plan national, c'est ce que je disais, nous reconnaissons qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour le Front de déployer ses activités. Pas parce qu'on nous oppose des motifs légaux, mais des motifs totalement illégaux et des motifs qui sont, comment dire, qui ne sont pas des motifs en rapport avec, par exemple, les lois sur les manifestations, mais ce sont des motifs qui sont totalement fallacieux et qui démontrent encore une fois qu'on instrumentalise la justice et qu'on utilise
la force à bon escient dans ce cadre général de restriction de l'espace civique pour nous empêcher de nous déployer. Mais je finis en disant que cela ne nous empêche pas de continuer à œuvrer par rapport à notre stratégie que nous sommes en train de mettre sur pied depuis près de 2 ans. Pour nous, avant de revenir véritablement au plan national par rapport à un certain nombre d'activités, il y a des objectifs qui sont des objectifs primordiaux à atteindre au plan régional. Moi, je reste convaincu qu'aujourd'hui, pour atteindre les objectifs au plan national, il est important qu'au plan régional, nous puissions, en termes de stratégie, obtenir ce que les anglophones appellent un networking, un véritable réseau qui s'amplifie, qui se consolide, et obtenir un certain nombre d'objectifs. Bien, merci. Je vais vous prier d'être relativement court dans vos réponses pour permettre à un peu plus d'auditeurs de participer à l'émission. Ok, je tiens à remercier M. Pelé pour sa question. Je voudrais juste le rappeler que les DSA font partie de la dynamique DMP. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu encore scission et il n'y a pas de problème à cela. Maintenant, il a posé la question de savoir est-ce que avec le GMC, est-ce que la DMP pourra appartenir à ce grand mouvement? Disons, il n'y a pas de souci, étant donné que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est dans le sens de promouvoir l'état de droit, la justice, l'égalité, la démocratie et tout. Et c'est presque le même combat que la dynamique DMP est en train de faire. Et jusqu'à ce jour, aucune porte n'est fermée à la... Donc la jonction est possible. La jonction est possible. Allô? Alors, bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes à l'antenne, votre nom et puis votre préoccupation. Je réponds au nom de Agbo depuis Dalavé. Oui, allez-y. Ma préoccupation, c'est concernant la situation au Niger. La CEDEAO nous humilie, je dirais. Parce que, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré la fois dernière, il se met à danser dès que l'impérialisme commence à tirer le système. Je m'explique. Tinubu dit qu'il va mener la guerre contre le Niger, sans même se rassurer que la constitution nigériane l'interdit et qu'avant toute intervention, il doit avoir l'accord du Sénat. Voilà ce que le Sénat a bloqué. Ça, c'est un. Et de deux, quand ils disent qu'ils vont intervenir, la population africaine actuelle leur dit que les coups d'État qui surviennent par rapport à leur peuple. Observons le Sénégal. Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, au monde dénombre plus de 20 morts concernant la situation politique, où on prend un opposant charismatique soutenu par le peuple, on met en prison. La CEDEAO là ne branche pas, ne sort pas un mot. Et quand ça va péter là-bas un jour, elles vont se réunir dans leur congrès pour dire qu'ils veulent intervenir contre tout ça. Tout ça là, on est dépassé de ça. Merci et bonne journée. Bien, merci pour votre intervention sur la situation au Niger. Il y a énormément de divergences. Et quand vous lisez les réactions, il y a les pros, et CEDEAO ou junte militaire, et puis il y a les contre. Quelle est votre analyse à vous, professeur David Ossé, sur sa situation au Niger? Je crois que c'est ce que vous avez dit. Il y a certainement une grosse divergence lorsqu'on écoute, lorsqu'on suit un peu les commentaires sur les différents réseaux. Mais je crois que le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faut donner la parole au peuple nigérien. C'est ce que nous avons fait dès le début. Et nous avons discuté avec nos collègues de la société civile nigérienne, et même des gens qui ne sont pas des acteurs de la société civile, mais qui sont des citoyens nigériens de base. Nous avons donc discuté avec eux, et il y a deux phases dans ce qui est en train de survenir au Niger. Je pense que de façon presque unanime, au tout début, tous disaient que ce coup d'État était une mauvaise chose parce que ce coup d'État ramenait le Niger en arrière. Le Niger n'était pas un modèle de démocratie, bien sûr. Le Niger était déjà inscrit dans un processus. Issifou était parti après 2 mandats, en dépit des appels à faire un 3e mandat, et c'était déjà une bonne chose. Il y avait certainement beaucoup de choses à faire encore du côté de Bazoum pour améliorer la situation. Mais ce coup d'État mettait fin à ce processus et comme un travail de Sisyphe, il fallait reprendre les choses à zéro. Et puis, il y a eu l'intervention de la CEDEAO, la France également qui est intervenue d'une certaine manière par des propos qui ont plutôt eu un contre-coup.
Et c'est quoi? Ça a ravivé un peu le sentiment nationaliste et, comme le disait un collègue médecin du Niger, avec qui j'ai longuement discuté, aujourd'hui, plus personne ne parle même plus du coup d'État. Les gens disent, s'il doit y avoir une confrontation avec l'ancienne puissance coloniale, nous serons prêts, nous serons aux côtés des militaires. Voilà donc la vraie situation. Au début, un coup d'État qui, de mon point de vue, contrairement à ce que beaucoup disent, n'a rien à voir avec le côté panafricaniste de la chose. Un coup d'État qui n'a pas été fait pour dire non à la France. De mon point de vue, c'est un officier qui a été limogé et qui s'est dit, bon, pourquoi est-ce qu'on me demande de partir? Je suis Mais est-ce que c'est ça la vraie version? Puisqu'il y a d'autres versions qui circulent également. Oui, mais comme je l'ai dit, ça reste presque un point de vue personnel, mais également un point de vue soutenu par les réflexions, les discussions que j'ai eues avec les collègues du Niger. Et tous, unanimement, au début, ont dit qu'ils ne pensent pas que cet officier avait une vision nationaliste, panafricaniste lorsqu'il a effectué ce coup d'État. C'est vraiment l'opinion que je partage avec vous venant de la part de collègues, des acteurs de la société civile du Niger. Mais ensuite, il a eu l'intelligence de faire intervenir les opinions par rapport à la souveraineté nationale, par rapport à la liberté du Niger vis-à-vis de la puissance française. Et dans sa thèse, disons que les mots de la CEDEAO et les mots de la France ont fini de convaincre les Nigériens que s'il fallait être aux côtés de la junte aujourd'hui, parce qu'il y a une vraie agression qui se prépare contre la Donc si on comprend bien, au départ, si la CEDEAO ou la France ne s'était pas mise dans la posture qui est à l'heure aujourd'hui, beaucoup continueraient pas condamner les poutistes. Si vous voyez bien les premières images, lorsqu'il y a eu le putsch, les premières images, on voyait à peine quelques dizaines de citoyens qui sortaient pour, semble-t-il, soutenir la junte. Mais depuis que la CEDEAO et la France se sont prononcées, là, ce sont des milliers de Nigériens qui sortent et qui disent, qui brûlent le drapeau français. Bien, merci. La France. Merci, on va écouter. Attends, Vous savez, la CEDEAO doit cesser d'être la CEDEAO des chefs d'État. Elle doit être la CEDEAO du peuple. Quand on voyait un peu le printemps arabe, en temps les mouvements, ce n'était pas des coups d'État, c'était le peuple qui revendiquait ce changement, qui voulait véritablement ce changement. Le problème ici, c'est la gouvernance dans presque tous les États africains. Cette gouvernance-là a suscité des révoltes, des sentiments de frustration qui se sont développés. Et quand on sait que la plupart des chefs d'État sont des néocolonialistes, ils travaillent pour l'intérêt de l'impérialisme. Et donc, ce sentiment anti-français ne date pas d'aujourd'hui. Les gens ont toujours voulu l'indépendance véritable des États africains. Mais cela n'a pas été possible parce qu'il y a des néocolonialistes, il y a des suppôts qui sont là, qui travaillent à la solde, qui travaillent pour l'impérialisme. Du coup, c'est un peu comme un volcan dormant. Ce qui est en train de se passer là, ça va continuer. Si la gouvernance ne change pas, on peut beau utiliser la diplomatie du caméléon. Si on ne change pas notre manière de faire, ça finira par arriver. Donc cette CEDEAO-là est en train de s'amuser. La CEDEAO ne peut pas attaquer le Niger. Parce que quand vous prenez les peuples, c'est pratiquement les mêmes peuples. La CEDEAO se retrouve dans les Nigériens se retrouvent dans la plupart des pays de la CEDEAO. Vous attaquez un pays, vous avez vos citoyens là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que ce serait une guerre entre les peuples. On ne pourra pas s'en sortir. Donc ce soir... C'est un peu comme juste... Pour vous, c'est de l'agitation. C'est de l'agitation. Ok, on va retourner au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Vous êtes à l'antenne, quel est votre nom et puis votre préoccupation? C'est Gérard. Ok, allez-y. Je salue les invités. Merci. Alors, d'abord, je vais intervenir autour de... Ne peuvent que applaudir ces coups d'État. Ceux-là qui sont contre ces coups d'État, c'est parce qu'ils trouvent à manger là. Ils trouvent à manger. Ils trouvent à faire. Au Togo aussi, quand j'ai appris que bien quand des gens, des citoyens disent que ce n'est pas bon, c'est mauvais, c'est parce que eux, ils sont bien. Comme le dit la date de dit chez nous, quand le chien peut dormir lorsque le four est fait. Donc, c'est ce que font les gens. Maintenant, quand vous dites aussi qu'il y a un semblable démocratique militaire, moi je suis contre. Et Issoufou avait empêché l'opposant charismatique, l'homme le plus populaire, à aller aux élections, c'est-à-dire Ama Amadou. Ça là, il y a des frustrations dans ce pays-là. Maintenant, je sais pas. Quand vous prenez le Niger, c'est l'uranium,
le pétrole et maintenant le gaz naturel qui sont des ressources minières et des ressources énergétiques très importantes. Vous savez, le Nigeria coupe l'électricité au Niger. Ça c'est un crime. Bon, là je parle. Maintenant, au Togo ici, je félicite notre médecin. Il fait beaucoup d'efforts, il veut tout faire pour que la démocratie soit une actualité au Togo. Mais souvent, il est souvent bloqué dans ses actions, dans ses actes. Alors, quelle autre alternative il a si ce n'est que penser à regrouper les Togolais pour leur donner des conseils, leur parler de la malgouvernance, tout ça là? Est-ce qu'il a une autre alternative pour pouvoir dire au pouvoir en place que ça suffit? Merci Gérard, merci pour votre intervention. Vous avez été relativement long sur le Niger, sur son développement concernant le Niger. Je pense qu'on va passer aller directement sur votre combat à vous. Docteur, est-ce que vous avez des alternatives? Demain, par exemple, si vous voulez regrouper des jeunes ou leur parler à Daban ou quelque part à Mango, est-ce que vous pensez que vous y arriverez? Oui, alors, ce que moi je vais vous dire, et c'était un peu la réponse que j'hésitais à donner à M. Pelé, ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à organiser de meetings que ça veut dire que les actions sont interrompues. Loin de là. Après avoir analysé le Togo sur ces dernières années, je me répète peut-être, mais je reste convaincu que l'action seulement au plan national n'aboutira pas. Il faut vraiment un certain nombre d'éléments obtenus au plan régional et peut-être international pour booster l'action au plan national. Et ça, je vous assure qu'on est encore en train d'y travailler. Nous étions à Abuja il y a quelques jours pour une action. Quand je dis nous, je parle du Front citoyen Togo debout. Nous serons en voyage de plaidoyer. Nous organiserons un meeting sur la démocratie pour appeler les communautés internationales à se pencher davantage sur l'enjeu démocratique. Permettez que je prenne quelques secondes pour insister là-dessus. Voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région. Je reste convaincu que c'est parce que la communauté internationale estime que les peuples africains n'ont pas besoin de démocratie. Écoutez le discours du président Macron lorsqu'il a voulu recentrer un peu la politique française. Nulle part il n'est question de démocratie. On parle de réorganisation sécuritaire, on parle d'écologie, mais je vous assure que j'ai été surpris en relisant son discours à plusieurs reprises. Nulle part l'enjeu démocratique n'a été pris en considération. Alors que tout ce que nous vivons aujourd'hui démontre qu'il y a une vraie crise de légitimité en rapport à ce qu'on a dit, la malgouvernance, le manque de démocratie dans nos pays. Il faut que les communautés internationales comprennent l'importance de soutenir les petites actions des organisations de la société civile comme les nôtres qui veulent absolument aider à mettre sur pied un véritable état de droit. C'est important. Je me permets de continuer en disant que, imaginons un instant que nos pays soient des états démocratiques, où la dévolution du pouvoir se fait de façon normale et démocratique. Pensez-vous qu'il y aurait ces coups d'état que nous sommes en train de vivre? Là, c'est une grande question. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Pierre. Bonjour. C'est Taoufik. Oui, Taoufik, vous êtes à l'antenne, allez-y. Ok. Tout d'abord, je salue notre invité et du courage. Ils sont deux en réalité. En ce qui concerne la situation au Niger, j'aimerais, à travers votre émission, je veux bien demander au président fraîchement élu du Nigeria de se calmer et aller au dialogue avec l'armée nigérienne. Parce que nous n'avons pas besoin de guerre en Afrique de l'Ouest. Ça va se dégénérer. Ce qui se passe au Niger, c'est toute l'Afrique. Moi, personnellement, je ne supporte pas à aller faire des choses comme ça là au Niger. Que le président effectivement élu au Nigeria ne fasse pas des choses selon l'émotion, qu'il fasse des choses avec la sagesse pour amener la paix en Afrique de l'Ouest. Je pense que ceux qui ont créé la CEDEAO n'ont pas créé la CEDEAO pour aller faire la guerre dans l'espace dehors. C'est pour les choses économiques et la paix. Donc, que les dirigeants qui sont dans cette institution travaillent pour que la paix soit au sein
de la CEDEAO. Merci. Bien, merci pour votre appel. Nous allons continuer cette émission avec des questions qui sont laissées sur les réseaux sociaux, notamment cette question ou cette intervention de Bertin Amouzoui. Il dit une fois encore chapeau à M. David Dossé, à part le fait que c'est un intellectuel digne de ce nom, c'est son humilité que vous avez quelque peu assimilé tout à l'heure à un manque d'ambition. Et c'est ce qui coupe le souffle chez lui. Et voilà une nouvelle génération dont on a besoin pour que ce pays décolle véritablement. Dites-lui de ne jamais virer à autre chose. C'est la peur constante que j'ai pour ces gens-là. Bonne émission à vous. Quand il dit virer, vous avez compris. Oui, je pense que je le remercie d'abord pour son message. Je crois que ce sont des messages qui renforcent. Vous aviez demandé où est-ce qu'on trouve l'énergie, mais je pense que ce sont des messages de ce genre qui renforcent, qui donnent, qui décuplent justement l'énergie. Virer, je pense que j'ai compris. Est-ce que vous êtes tenté par le virage? Actuellement, nous nous battons pour la libération du peuple. Nous sommes fonctionnaires. On pourrait se contacter du peu que nous avons et se dire, bon, ça va, est-ce qu'on a besoin de se battre pour les autres? Mais là n'est pas la question. C'est quand les autres sont heureux que vous êtes heureux. Nous, nous ne nous battons pas pour notre propre intérêt, mais nous nous battons pour que le Togolais soit épanoui, que la diaspora soit épanouie. Vous voyez, aujourd'hui, nos frères de la diaspora ne peuvent pas rentrer facilement au pays, parce que le pays est tel que, dès que vous arrivez, c'est un peu comme devenir un étranger. Vous n'avez pas la possibilité de vivre en étant à l'aise au regard de tout ce qui s'est passé avec ceux qui se sont retrouvés en prison et autres. Nous-mêmes qui nous battons chaque jour, nous remettons notre sort à Dieu. Nous avons dit que nous sommes des fonctionnaires, vous comprenez? Si on doit vous étaler ce que nous subissons dans nos administrations, j'avoue que vous allez verser les larmes. Merci. Mais c'est parce que nous avons un cœur pour le Togolais, pour les citoyens. Vous avez le peuple. Vous avez le Togo. Allô? Bonjour, M. Pierrot. Bonjour. Bonjour, monsieur l'invité. En fait, nous avons deux invités. Bonjour. Le nom du professeur. Oui, nous avons deux invités. En fait, il y a le docteur David Doucet. Oui. Et puis, il y a le docteur Richard Tinjo Diagri. Ah, d'accord. Ils sont deux en Je réalité. salue les deux. Ok. David Dossé, lequel est Daniel Kope, non? Qui? Non, David Dossé. En fait, David Dossé, il est togolais. En fait, c'est ça qu'on retient le plus. Quel est votre nom, vous? Mon nom, c'est Jean Dagoreke. Jean Dagoreke. Ok, allez-y. Concernant le Niger, ce que moi je vois, écoutez-moi bien. La CEDEAO ne joue pas son rôle comme cela se doit. Ils l'ont créé pour l'économie, tout ça, la paix dans le peuple, dans l'Afrique de l'Ouest. S'ils voulaient attaquer, moi je souhaitais ce que l'attaque là se passe. Quand va se passer, ça va donner aucune vision à la CEDEAO et la CEDEAO va disparaître. Et c'est ce que moi je dis. Ils n'ont qu'à attaquer. Quand il y a des pays qui ne veulent pas que l'attaque soit là, ils vont renforcer le Niger et la CEDEAO va disparaître, c'est tout. Nous qui veut aller dormir après, terminé, un point intérêt. Merci. Bien, merci. Merci pour votre intervention. Oui, allez. Oui, je crois que si aujourd'hui les Africains se lèvent contre cette CEDEAO, c'est par rapport à son jeu tout que la CEDEAO a joué dans la plupart des crises dans les pays. Aujourd'hui, la CEDEAO n'est pas capable de mobiliser l'armée contre les terroristes, contre les coups d'État constitutionnels. Mais la CEDEAO se mobilise contre des gens qui se battent pour la bonne gouvernance. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien? C'est un peu comme la CEDEAO devient un instrument pour la France au détriment des Africains. C'est tout à fait normal que ce sentiment patriotique-là émerge dans le cœur des uns et des autres. Non, mais en fait, la question aussi, c'est de savoir si, après ce qui est intervenu au Niger, que la CEDEAO commence pas à applaudir. Mais c'est une situation quand même compliquée. On ne peut pas, par exemple, prendre la démocratie et laisser les militaires faire des coups d'État. Il est arrivé plusieurs fois aussi par rapport à l'autre pan de la question, qui est celui de la révision constitutionnelle ou de ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Il y a quand même des efforts également qui se font au niveau de la CEDEAO pour que la limitation du mandat présidentiel soit une donnée réelle
dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais jusqu'à ce jour, vous dites des efforts. C'est jusqu'à quand ces efforts-là vont se concrétiser? Dans certains pays, comme le nôtre, on ne sent pas la volonté de la CEDEAO de faire en sorte que nous ayons cette limitation de mandat. On a l'impression comme si certains pays doivent toujours accompagner les autres et que d'autres doivent... Si aujourd'hui les militaires sont en train de faire des coups d'État, regardez un peu le sentiment de la population. Ça veut dire que les coups d'État et le sentiment des populations, ils sont presque en phase. C'est que la population même adhère. On regarde la manière dont les pays sont gérés. C'est pour cela que les gens préfèrent qu'il y ait des coups d'État pour dégager certaines personnes et revenir avec de nouvelles personnes pour refaire des réformes. Nous avons vu un peu l'exemple du Mali. Le Mali a fait ce coup d'État. On avait pensé que le Mali allait sombrer. Mais aujourd'hui, le Mali est devenu une référence. Et c'est ce qui se passe au niveau du Mali que les autres pays veulent aussi copier. Et si les chefs d'État... Mais est-ce que là, par exemple, vous n'avez pas une peur pour les autres pays de l'Afrique de l'Ouest? On ne peut pas avoir quand même 15 pays en Afrique de l'Ouest dirigés par des jeunes militaires. Justement. Ce n'est pas une question, ce n'est pas quelque chose à encourager. Mais ce que nous demandons, lorsque les pays cessent de faire ce coup d'État constitutionnel, ceci ne va pas arriver. Il faudrait que les gens même qui viennent, vous voyez, même ceux qui sont en train d'arriver, ils ont ce sentiment de patriotisme. Ce n'est pas comme les anciens coups d'État où quand il y a des coups d'État, il y a des morts. Ici, il n'y a pas de morts. Ils s'entendent, ils dégagent celui qui est là avec sa minorité, sa clique, et une nouvelle personne, une nouvelle équipe se met en place. Mais ce que nous souhaitons, que nous puissions travailler véritablement sur le chemin de la démocratie pour que ces militaires-là ne deviennent pas des dangers pour le peuple plus tard. Dans les interventions, il y a un auditeur qui parlait de dialogue tantôt. Qu'est-ce qui peut alimenter encore les discussions là au Niger? On va discuter de quoi? Si éventuellement on doit discuter. Avant d'apporter une réponse, permettez quand même que je revienne un peu sur la CEDEAO, qui aujourd'hui se trouve à la croisée des chemins. Parce que avec cette énième crise politique au Niger, avec la position du Burkina Faso et du Mali, qui disent clairement qu'une attaque contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre, je pense que ça permet peut-être à la CEDEAO, et surtout si on tient compte des réactions populaires, j'espère que cela permet vraiment à la CEDEAO de comprendre les véritables enjeux qui ont cours aujourd'hui. Les populations, dans leur grande majorité, ont le sentiment que la CEDEAO est un syndicat des chefs d'État et que ces chefs d'État se protègent lorsqu'il y a un coup d'État militaire qui fait partir l'un des membres du syndicat. Mais lorsque ces chefs d'État, dans une grosse crise de légitimité, usent de subterfuges, changent les constitutions, remettent les compteurs à zéro, usent de violence, usent de restrictions de l'espace civique, instrumentalisent la justice et ainsi confisquent ou monopolisent le pouvoir, la CEDEAO ne réagit pas. Et c'est cette crise que nous vivons aujourd'hui. Et je pense que la CEDEAO, étant à un tournant, doit se dire qu'il est temps peut-être de redorer le blason et de mettre sur un même pied coup d'État constitutionnel, coup d'État électoraux et putsch militaire. Si la CEDEAO le fait et permet ainsi d'accroître la légitimité des pouvoirs au sein des 15 pays qui composent la CEDEAO, ça peut permettre peut-être de retourner la tendance et d'amener les populations à avoir plus confiance. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, maintenant, est-ce que la CEDEAO va attaquer le Niger? Sincèrement, comme beaucoup le pensent, je n'y crois pas parce qu'elle aurait tout à perdre. C'est vraiment la boîte de Pandore. Si on l'ouvre, je ne sais pas ce qui va se passer dans cette région. Et donc, il vaut mieux négocier. Qu'est-ce qui est négociable? Les militaires ont pris le pouvoir. Bazoum, ça m'étonnerait qu'il puisse revenir. Maintenant, négocier peut-être la durée du pouvoir par les militaires. Combien de temps ça va durer? Quand est-ce que vous pouvez remettre en place l'ordre constitutionnel? Qu'est-ce que cela signifie exactement l'ordre constitutionnel au Niger? Donc, il faut discuter de tout cela pour que dans un délai raisonnable, on puisse remettre le pays sur le processus démocratique. Il y a tellement de choses. Il y a un intervenant qui avait dit des choses intéressantes, mais on n'aura peut-être pas le temps de revenir là-dessus. Mais je pense qu'il y a certainement matière à discuter plutôt que de se dire qu'on va envoyer les forces. Bien, merci. Allô? Oui, c'est Pelé qui revient. Oui. Je voudrais demander au grand G, c'est-à-dire, il n'a pas encore leur feuille de route, je pense. Je pense que dans la feuille de route, il faut insérer la reprise du recensement dans la zone C. Et pour le deuxième point,
pour votre première sortie, il faut aller à Kara. Il faut aller à Kara, le Vatican du Togo. Merci. Bien, merci. Une réaction à son intervention? Ce sont des propositions, je crois qu'elles sont intéressantes et nous aurons certainement à discuter. Ok, en fait, quand on parle de dialogue, on sait quand même que dans l'Afrique, en fait, en Afrique de l'Ouest, le Togo est un pays expert, notamment dans des questions du genre, et permettre à des pays ou à des situations difficiles de trouver la solution, comme on en a vu l'année passée, l'histoire des militaires maliens, des militaires ivoiriens au Mali. Est-ce que le Togo peut jouer un rôle là dans cette situation que nous sommes en train de vivre? Parce qu'il nous reste encore quelques heures pour que cet ultimatum finisse. Est-ce que le Togo peut jouer un rôle? Parce qu'on sait que le Togo est engagé là, quelque part, au Soudan aussi. Oui, vous savez, le Togo, on dirait c'est comme c'est un pays atypique. Sur le plan international, il joue très bien son rôle. Mais sur le plan national, c'est le chaos total. Et ça, on ne peut pas comprendre. Donc, on ne peut pas tout de suite dire que le Togo peut réussir ou pas réussir. Il faut le mettre à l'épreuve. Il faudrait qu'on lui confie encore cette responsabilité. Si le Togo le fait, en fait, c'est dans l'optique de se protéger, de subir les mêmes sorts que les autres pays. Pour l'instant, le Togo ne fait rien. En réalité, on est dans la fiction. C'est de savoir si est-ce que le Togo peut apporter quelque chose dans le dénouement, dans ce qui se passe là. Ils peuvent apporter s'ils veulent. Ils peuvent apporter s'ils veulent. Il faut simplement les mettre à l'épreuve. Et on verra ce que ça peut donner. On peut rappeler aussi que cette semaine, l'ambassadeur du Niger au Togo a été suspendu. Là aussi, on n'a pas très bien compris. Qu'est-ce qui peut motiver la présence du Togo sur une liste composée de la France, des États-Unis et du Nigeria? J'avoue que je n'ai pas trop compris. Mais ce que vous disiez tantôt, je pense que nous avons 15 États dans la CEDEAO et de mon point de vue, chacun de ces États peut jouer un rôle dans les discussions et dans les négociations pour apaiser les tensions. Il y a cette question de Romain Nixon à l'Oignon, il nous regarde du côté de l'Allemagne, il dit « Je comprends bien le professeur David Ossel. L'objectif de la coalition n'est pas le changement politique. » Si je comprends bien le professeur David Ossel, l'objectif de la coalition n'est pas le changement politique, mais une amélioration des conditions de vie de notre peuple sous le régime RPT-UNI. Est-ce que c'est ça? En fait, c'est sa question. Non, ce n'est pas ça du tout. Je ne sais pas ce qu'il appelle changement politique, mais à terme, nous avons toujours dit que l'aboutissement de la lutte consiste à obtenir ce qu'on appelle l'alternance démocratique dans notre pays. Donc j'espère que je réponds clairement à sa question. Il y a la question de Bertrand Dido Gomez. Y a-t-il un numéro sur lequel on peut vous contacter pour adhérer au mouvement ou une plateforme ou encore un siège? Sinon, il est impédieux de mettre en place une plateforme WhatsApp ou Facebook vu les restrictions du pouvoir en place. D'accord, c'est une proposition pour faciliter les adhésions. Nous prenons ça en compte. Il y a la question de Kokou François qui dit « Quelles sont les chances de réussite de ce nouveau creuset après le CST, FRAC et C14 ?» Il faut travailler, il faut beaucoup de réflexion, il faut de l'organisation, il faut de l'engagement, il faut du travail. Il ne s'agit pas simplement... hier, j'ai rencontré quelqu'un de la diaspora qui est passé, qui m'a posé pratiquement la même question. Je lui disais que, contrairement à ce que beaucoup espèrent, c'est que demain, nous puissions mobiliser 100 000 personnes dans les rues de Lomé. Je pense que ce n'est pas le véritable objectif. À terme, c'est vrai qu'il faut être en mesure de remobiliser, mais il y a d'abord un travail d'organisation qui nous a souvent manqué. Il faut vraiment beaucoup plus d'organisation. Parce que, vous savez, les échéances, elles sont là, on les connaît. Nous savons qu'en 2025, nous avons une grande échéance électorale, c'est l'élection présidentielle. Et il faut voir jusqu'en 2025, il faut voir au-delà de 2025. Et ça demande de la réflexion, de l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux Togolais? Qu'est-ce qu'on peut proposer à la région? Qu'est-ce qu'on peut proposer à l'international? Voilà. Donc, les chances de réussite sont réelles, mais il faut s'engager et prendre avec beaucoup de patience les différents problèmes qui vont se poser. Voilà longuement épilogué sur ce qui se passe au Niger, mais il y a une curiosité quand même dans ce qui se joue, c'est la position des grandes puissances. Et on a l'impression, on peut se tromper, comme si ces grandes puissances jouent leur survie, là, carrément. Est-ce qu'il y a un auditeur là? En attendant que vous reveniez à ma question, on va insérer cet auditeur. Allô? Alors, bonjour, monsieur. Bonjour. Déjà, je dis merci à nos deux personnalités. Oui, quel est votre nom? Sonia. Ok, allez-y. Je voudrais juste faire une suggestion. Parlant des canaux à utiliser pour pouvoir toucher les populations,
je me demande pourquoi ne pas faire, par exemple, du porte-à-porte. J'entends rien à eux d'étudier pour voir si c'est, dans quelle mesure c'est possible. Faire du porte-à-porte pour parler aux gens, pour les mobiliser aussi. Et voilà. Et pour, s'agissant de recevoir d'autres adhésions, je voudrais leur dire de bien regarder les gens. Bien regarder ceux qui vous vont venir s'ajouter à eux. Il ne faudrait pas qu'ils acceptent, enfin, je ne voudrais pas dire tout le monde, vous juste accepter tout. En tout cas, j'espère qu'ils comprennent bien mon idée que je voudrais dire. Merci. Merci Sonia, et appelez-nous plus souvent puisque c'est la première fois que Sonia appelle et il faut aussi reconnaître que très peu de femmes interviennent dans les émissions à caractère politique dans notre pays. Ça aussi c'est une situation, je crois, qu'il va falloir faire évoluer. Félicitations Sonia, c'est déjà ce que nous voulons au niveau du GMC, que tout le monde puisse participer. Le GMC va recueillir beaucoup d'informations, beaucoup de suggestions pour pouvoir les travailler, les mettre en action. Et chaque citoyen est concerné par le travail du GMC. Cela ne va pas se reposer sur les associations ou les premiers responsables de ce regroupement, mais tout citoyen qui pense que le pays est mal géré, qui pense qu'il faut une alternance démocratique dans le pays, qui pense que les richesses doivent être réparties de façon équitable à ce que les citoyens vivent de façon épanouie, est appelé à travailler dans ce sens-là. C'est pour ça que dans nos stratégies futures, nous allons réfléchir à développer des stratégies pour faire en sorte que dans toutes les préfectures ou même dans la diaspora, que nous ayons des connexions avec tous ces regroupements pour pouvoir travailler. Parce que si on est parcourir tous les territoires nationaux, ça fait beaucoup de moyens, ça fait beaucoup de sacrifices. On va véritablement travailler sur la stratégie de communication. Et je crois que pour que nous puissions réussir, les citoyens doivent s'approprier ce mouvement-là. Chacun doit pouvoir se retrouver dans ce mouvement. Et nous vous invitons déjà, Thierry Toubé, à adhérer à ce mouvement. Écoutez. Non, mais moi, je suis vraiment satisfait aujourd'hui en écoutant les uns les autres, Madame Sonia notamment et d'autres qui ont manifestement été quand même intéressés par ce que nous sommes en train de faire et qui ont fait des propositions. Ça prouve que, vous savez, l'idée initiale pour nous, c'était dans cette atmosphère de découragement, d'apathie, où les citoyens ne savent plus à quel sens se vouer, venir avec quelque chose, peut-être du neuf ou du presque neuf, pour dire aux citoyens, en dépit de toutes les difficultés, il y a des choses qui veulent être faites et qui vont se faire. Nous mettons en place un mouvement qui fait appel à votre citoyenneté. Venez pour qu'ensemble nous puissions construire quelque chose et, je le précise encore, obtenir cette alternance démocratique que nous méritons à la tête au sommet de notre État. Et aujourd'hui, je vois des gens qui appellent et qui font des propositions pour nous aider à construire notre plan d'action. Et donc, sincèrement, moi, ça me ravit, ça me satisfait, ça m'encourage. Nous allons nous appuyer sur tout cela pour essayer d'avancer et de produire quelque chose. On a parlé de mouvement citoyen. Vos efforts, c'est d'avoir de vrais citoyens dans notre pays, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y avait une question aussi qui était en suspens sur les grandes puissances. Rapidement, est-ce que vous avez l'impression qu'elles jouent le survie là, sur ce qui se passe? Dans leur discours, on a cette impression. Oui, c'est tout à fait normal que ces puissances-là jouent leur survie. Vous voyez, quand déjà la Russie dit qu'il faudrait qu'on trouve une solution basée sur le dialogue par rapport au cas du Niger, ça veut dire qu'ils ne veulent pas aller à l'escalade, on ne veut pas aller à l'affrontement comme ce qui se passe au niveau de l'Ukraine et de l'autre côté. Quand la France aussi est en train de s'appuyer sur la CEDEAO pour mettre la pression sur du Niger, les poutistes, entre guillemets, qu'ils qualifient, c'est aussi une manière de se dire, ah, si vous laissez faire, c'est que je suis mort. Il va falloir que vous continuez la pression pour que je puisse jouer ma survie, surtout qu'on sait que la Russie est en train de monter en puissance. Donc, quelque part, ces puissances-là sont derrière et elles sont en train de tirer. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est que la population gagne, qu'on puisse gagner. Et que, dorénavant, que les États africains puissent traiter avec les partenaires d'égal en égal. Que ce soit un partenariat gagnant-gagnant. Que ce soit un partenariat où quelqu'un gagne plus et l'autre s'appauvrit, comme ce que nous voyons dans la plupart de la géopolitique. Et comme dans notre pays, la minorité qui gagne et la majorité qui prie dans la misère. Il faudrait que ce rapport de force-là change et pour que l'équilibre y ait. Est-ce que
Cette réponse vaut également pour docteur. Absolument. Je crois Ok, que- si la même, si vous partagez la même position, on va en quelques minutes dire quelques mots qui concernent nos citoyens. On sait très bien que depuis lundi, les autorités togolaises mènent une opération baptisée Feu Tricolore. L'idée, c'est de faire respecter un peu plus les feux tricolores. Est-ce que vous comprenez pourquoi de plus en plus de Togolais ne respectent pas les feux rouges? Est-ce que vous comprenez ça? Oui, c'est pour ça que nous disons que nous devons travailler sur la citoyenneté. C'est très important. Parce que parfois, les gens manifestent leur frustration à travers ces comportements inciviques. Ils se disent, bon, de toutes les façons, le pays est mal géré, on n'a pas de route, on va violer, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Vous voyez, ce sentiment de frustration de plus en plus que les citoyens manifestent, ça veut dire qu'il y a un mal-être dans le pays qui nécessite qu'on travaille là-dessus pour que le citoyen comprenne que sa vie est aussi importante pour sa famille, pour la nation, et que la vie aussi des autres est aussi très importante. D'où le travail de citoyenneté qui doit se faire. Et c'est pour ça que le GEMS aujourd'hui est là. Nous allons travailler sur ces questions. Mettre les feux tricolores, ça ne veut pas dire qu'il faut simplement sanctionner, il faut que les feux tricolores aussi travaillent. Parfois, vous vous retrouvez dans des points où vous voyez le rouge et le vert et le jaune, ou le rouge ou le jaune. Vous ne savez pas si vous devez passer, vous devez vous arrêter. Ça, dans ces conditions, quand quelqu'un franchit et que le policier se retrouve de l'autre côté, il prend cette personne, il verbalise. Mais dans des c'est normal. Dans des situations de ce genre, le code de la route prévoit, je crois, la priorité à droite. Donc, la priorité à droite, parfois les feux ne marchent pas. Il n'y a pas de policier. Si le feu ne marche pas, là, on comprend. Vous comprenez? Donc, c'est avant de pouvoir mettre en place ces mesures, il faut que l'État aussi prenne ces dispositions. Que les feux travaillent très bien et qu'on puisse faire un travail de sensibilisation à la citoyenneté. Le travail doit se faire même jusqu'à la base. On prend toujours des sanctions, mais on ne prend pas des mesures. Pour l'instant, je crois que pour l'instant, on est à l'étape de la sensibilisation. Professeur David Dossé, un mot, et ça va être la conclusion aussi sur cette situation que nous vivons là, les Togolais qui ne respectent pas véritablement les feux tricolores. Oui, je crois que c'est important quand même d'insister sur la discipline et sur l'autodiscipline. Mais comme on le dit souvent, l'exemple doit toujours venir du haut, du très haut. Et en matière de feux tricolores, justement, ce serait bien que déjà les feux fonctionnent, puisque personnellement, j'ai encore fait l'objet, quand M. Tindio parlait, j'ai repensé à ça, d'une situation où j'ai été verbalisé alors que le feu ne fonctionnait pas. Enfin, il fonctionnait à moitié. Vous arrivez, vous avez l'impression que comme dans plusieurs carrefours à Lomé, c'est encore un feu qui ne fonctionne pas. Vous passez, on vous arrête en vous disant « Ah non, il y a quand même un ou deux qui s'allument ». Vous discutez longtemps, on vous explique après que non, c'est la CET qui devait venir réparer. On a dit à la CET, elle n'est pas venue, mais quand même, on vous verbalise. Bon, bref, c'est une façon de dire quand même que ce serait bien qu'on incite les citoyens à respecter le feu. C'est une nécessité, je crois, absolue. Mais il faudrait également que l'État mette en place des infrastructures qui soient aux normes pour ensuite pouvoir inciter les citoyens à respecter les feux. Merci d'être venu. Est-ce que vous voudrez que je vous souhaite bonne chance? Oui, volontiers, à nous tous. À nous tous. Vous êtes au début de la nouvelle aventure au GMC. Merci d'être venu, docteur David Dossé. Vous êtes de la société civile. Docteur Tinjo Diagri et Richard, vous êtes acteurs politiques. Merci d'être venu. Cette émission, elle s'achève. Elle sera diffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierre Watiobé. Le prochain rendez-vous au B12, c'est dimanche midi. Au revoir.